Monsieur Cavazza, donc vous êtes avec nous. Bonjour. Bienvenue pour ce Transformation Digital Day organisé par Ad-Hoc. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de CISC. Oui. Consultant et conférencier, vous travaillez dans les métiers de l'Internet depuis plus de 22 ans. Vous êtes spécialiste du marketing digital. Vous accompagnez les grandes marques européennes dans leur compréhension des nouveaux usages et leur transformation numérique. En tant qu'entrepreneur, vous avez donc co-créé CISC, un cabinet conseil en formation et en accélération digitale. Et vous êtes l'auteur des livres suivants, Social Business et Internet Mobile, et le rédacteur enfin du blog fredcavazza.net depuis 17 ans. Une belle longévité pour animer un blog. Bravo. Donc ce matin, la keynote, le thème, je l'ai indiqué et il apparaît sur vos écrans. Vous allez expliquer en quoi la donnée peut aider les entreprises à se prémunir des difficultés. Frédéric, donc c'est à vous. Vous vous adressez ce matin à des PME de la belle région d'Occitanie. Je reste connecté avec vous pour quelques relances pendant votre keynote, si vous le voulez bien. C'est parfait. Eh bien, merci pour cette introduction. Effectivement, le thème de mon intervention va parler de la donnée, puisque c'est également le thème qui est là pour toute la matinée. Je pense que le plus important, c'est, et ça je vais le répéter tout au long de la présentation, de bien se situer dans le contexte de 2020 et de voir surtout le chemin que l'on a parcouru au cours de cette année. Avec le confinement, avec la Covid, on a tous ces bouleversements que l'on a connus. On a aujourd'hui dans les médias des journalistes qui s'amusent à nous dire qu'en 2020, les Français découvrent l'Internet et que ça bouleverse leurs habitudes, ce qui est quand même surprenant parce que ça fait un petit bout de temps quand même que tout ceci existe. On a notamment des bouleversements au niveau de nos déplacements, puisque on ne veut plus se déplacer. On a des bouleversements au niveau de notre travail, puisque avant on devait se rendre physiquement dans le travail. Aujourd'hui, on peut télétravailler. On a des bouleversements dans nos habitudes de consommation, puisque avant, on allait régulièrement au supermarché. Aujourd'hui, on peut se faire livrer des produits directement. On a des bouleversements également dans nos divertissements, puisque avant, on avait accès à des grands médias comme la télévision, la radio. Aujourd'hui, on est sur d'autres types de médias, notamment des médias individualisés, ceux qui nous permettent de regarder chacun son programme dans son coin. Là, en l'occurrence, je fais référence à Netflix. Donc là, maintenant, vous avez la diapositive. Effectivement, c'est important de se placer dans le contexte du 21e siècle et dans le contexte de 2020 pour se rendre compte à quel point notre quotidien il a évolué. Et ça, c'est important d'accepter le fait qu'on est aujourd'hui dans un quotidien numérique. Ça peut aider les entreprises, les grandes comme les petites, à essayer d'évoluer dans leur mentalité, dans leur façon de faire. Et c'est ça qu'on va étudier tout au long de cette présentation. À commencer par cette idée qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans la 4e révolution industrielle. C'est une révolution numérique qui touche en fait tous les secteurs d'activité. Donc peut-être qu'effectivement, il y a 20 ans, on pouvait se dire, ah, effectivement, dans la distribution, il se passe des choses, dans le voyage, il se passe des choses, mais pour nous, bon, on est encore à l'abri, on a le temps de voir venir. C'est fini, vous n'avez plus le temps. Que vous soyez dans l'immobilier, dans l'industrie, dans n'importe quel secteur d'activité, aujourd'hui, le numérique est là, les usages ont été bouleversés, on ne va pas débrancher l'Internet. Donc, il faut faire avec. Le problème, c'est d'accepter ça et de s'en rendre compte, parce qu'on a l'impression que notre quotidien n'a pas changé. On continue à conduire nos voitures, on continue à aller faire nos courses au supermarché, on continue à regarder la télé. Par contre, on conduit dans notre voiture, on va utiliser une application comme Google Maps ou Waze pour optimiser son trajet ou pour partager la course. Au supermarché, on va aller retirer un colis dans un casier, colis qu'on a commandé en ligne. La télévision, on va regarder du replay. Donc, le numérique est toujours présent, en fait, quelque part. Ça, on n'a pas forcément conscience parce que c'est venu petit à petit et ça s'est intégré dans nos habitudes. Donc ça, c'est quelque chose que je répéterai plusieurs fois au cours de ma présentation. L'important, c'est de prendre conscience de ces changements. De prendre conscience également qu'il n'y a pas de cyberconsommateurs, qu'on n'a pas d'utilisateurs qui sont perdus dans la matrice
connecté à la machine en permanence. C'est pas de la science-fiction, c'est une réalité grâce à ça, au smartphone. Plus de 4/5 des adultes aujourd'hui, ils ont un smartphone, ça veut dire qu'ils sont littéralement connectés 24 heures sur 24 à l'Internet, pour de vraiment vrai. Je ne suis pas en train de faire de la science-fiction, je ne suis pas en train de faire de la futurologie, c'est une réalité. Grâce au smartphone, on a quasiment l'ensemble des consommateurs qui sont connectés 24 heures sur 24, qui ont accès à une infinité de contenus et de services. Et ça, encore une fois, il faut le reconnaître et il faut l'accepter. Tant qu'on n'a pas fait ce travail de compréhension, de reconnaissance, on n'est pas forcément dans une bonne disposition pour revoir sa façon de travailler. Autre chose importante à comprendre et à accepter, c'est le fait que aujourd'hui, l'essentiel de la valeur, elle est captée par les plateformes, ces fameuses plateformes de mise en relation. Peut-être qu'à une lointaine époque, c'était ceux qui produisaient qui captaient le plus gros de la valeur, mais ça, c'était à l'époque industrielle. Peut-être qu'à une époque, l'essentiel de la valeur, elle était captée par les distributeurs, notamment la grande distribution, qui sont encore présents, et qui se font méchamment secouer aujourd'hui par ces fameuses plateformes, celles qui orchestrent la rencontre entre l'offre et la demande. On pense à Google, on pense à Amazon, on pense à Facebook, on pense à Alibaba, on pense à Booking, on pense à Treatwell, on pense à toutes ces plateformes, encore une fois, qui facilitent la rencontre de l'offre et la demande et qui, au passage, prennent une commission. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui que si on veut gagner de l'argent, on n'a pas nécessairement besoin de produire quelque chose, on n'a pas nécessairement besoin de le vendre ou d'opérer un service. On peut se contenter de mettre en relation. Ça suffit à créer de la valeur. Et d'ailleurs, les grandes plateformes l'ont bien compris, puisqu'elles génèrent beaucoup de chiffre d'affaires grâce à ça. Tellement de chiffre d'affaires que l'Union européenne se sent obligée de policer tout ça, notamment avec le Digital Market Act qui a été présenté hier par Thierry Breton. Nous sommes également dans une autre optique, donc avec cette 4e révolution industrielle. On passe d'une logique de faire toujours plus. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on avait une ressource abondante, en pétrole, en électricité, parce qu'on était dans une logique de production et de distribution de masse. On bascule aujourd'hui sur une autre type de logique, parce qu'on a conscience que les ressources sont limitées, d'accord, notamment les matières premières, notamment l'énergie, parce qu'on a conscience que inonder le marché aujourd'hui n'est plus forcément dans la tendance. C'est pas ce que le consommateur veut. Le consommateur aujourd'hui, il veut plus un produit local. On est plus également sur un principe de distribution ciblée parce qu'on a compris que distribuer massivement, ça avait un frais de distribution, frais de stockage et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de bien comprendre le contexte dans lequel on est aujourd'hui, d'accord? On n'est plus au XXe siècle. On n'est plus dans ce délire de production, distribution de masse, on est passé à autre chose. On était passé à autre chose en 2019 et à fin 2020, après, donc dans ce monde post-Covid, on est d'autant plus passé sur d'autres, encore une fois, d'autres logiques. Donc ça, vraiment, c'est le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est ce pourquoi on a la nécessité de se réinventer, parce que le marché s'est réinventé. L'industrie, on a une révolution industrielle, on a une révolution technologique, culturelle, sociétale, avec des grands bouleversements de comportement, notamment la consommation à la demande, notamment le télétravail, notamment les biens virtuels. Voilà. Tout ça fait qu'on est dans un autre contexte de marché et qu'il faut faire les choses différemment. Ceci nous amène à parler de transformation digitale et de l'accélération de la transformation digitale. Encore une fois, je suis un petit peu agacé par tous ces journalistes dans les médias de masse qui nous disent oh, en 2020, les Français découvrent le e-commerce, les Français se passionnent pour l'Internet. Ça fait 20 ans qu'on fait du commerce en ligne, de l'Internet. Ça fait 20 ans qu'on est sur une croissance à 2 chiffres. Donc, à un moment donné, il va falloir accepter cette réalité. Le fait qu'on est sur des usages numériques qui sont en forte croissance, pas à cause du virus, mais depuis 20 ans. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, l'essentiel de notre temps, on le passe sur des supports numériques. Ça fait également 20 ans qu'on fait du commerce en ligne, 40 ans avec le Minitel, puisque je vous rappelle que déjà en 1981, on pouvait commander en ligne sur 3615 La Redoute. Bref, ça fait 40 ans qu'on fait du commerce en ligne et ça fait plus de 10 ans qu'on a des nouveaux entrants qui viennent bouleverser le marché. Donc, là, on commence à avoir des modèles qui sont sacrément inquiétants pour les acteurs traditionnels parce qu'ils sont parfaitement maîtrisés. Notamment ce qu'on appelle le D2C, le Direct to Consumer,
Le fait, en fait, de vendre directement aux consommateurs, c'est pas juste du commerce en ligne. Ça signifie que à partir du moment où on a pu rémunérer un grossiste et un distributeur, on peut investir dans une meilleure qualité de produit et on peut être plus agressif sur les prix. Encore une fois, le direct to consumer, c'est un modèle d'affaires qui est extrêmement préoccupant pour les acteurs traditionnels parce qu'on a un produit de qualité supérieure avec un prix inférieur. Donc là, on a cette tension de marché qui est effectivement très préoccupante pour ceux qui sont encore sur l'ancien modèle. Et en plus, ces fameux nouveaux entrants numériques, ils opèrent eux-mêmes leurs canaux digitaux, donc ils assurent eux-mêmes leur communication, la vente et ainsi de suite, donc ils récupèrent des données qu'ils peuvent exploiter pour améliorer les opérations. Donc on a cette double peine, d'un côté l'attention au niveau de la qualité du produit, du prix, de l'autre côté les opérations qui sont internalisées et qui permettent à ces nouveaux entrants numériques de récolter de la donnée et de l'exploiter. Donc, comprenez bien la situation dans laquelle on est. Il y a urgence, juste à cause du virus, encore une fois, mais à cause de ces modèles qui sont sacrément bien maîtrisés. On a, et ça c'est vrai, en 2020, des changements de comportement du fait du virus et du confinement. On a par exemple des choses comme le click and collect qui est en train de se généraliser. On a également le paiement sans contact qui se généralise. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles parce que ça veut dire que quoi que fassent les consommateurs, ça laisse des traces. D'accord? Donc, c'est quelque chose que l'on peut traquer, que l'on peut mesurer, que l'on peut évaluer. Donc, c'est plutôt une bonne chose de se dire que même quand on est un acteur traditionnel, l'évolution des usages fait qu'on peut aujourd'hui collecter plus de données de façon mécanique parce qu'avant, on ne pouvait pas. Quand on avait des transactions qui étaient faites de façon manuelle avec de l'argent liquide, c'était compliqué. Aujourd'hui, tout est numérisé. Et on a surtout, dans ce contexte donc d'accélération de la transformation digitale mélangée à une crise sanitaire, crise économique, crise tout ce que vous voulez, une situation extrêmement inconfortable pour tout le monde. C'est ce qui est schématisé ici dans cette grille, c'est qu'autant dans les années 80, on était dans des conditions de marché qui étaient maîtrisées, on savait ce qu'on devait faire pour gagner de l'argent. Autant dans les années 80, fin des années 90, début 2000, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, on commençait à identifier des conditions d'évolution, donc on savait ce qu'il fallait faire pour s'améliorer. Autant dans les années 2010, c'est ce que vous voyez en haut à droite, on avait des nouveaux risques, mais qui étaient identifiés, par exemple le smartphone. Donc on avait des entreprises qui se disaient « Oh là là, il faut que je me méfie du smartphone, là il y a un truc à faire ». Autant aujourd'hui, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, nous sommes dans un contexte de marché avec des unknown unknowns, donc des inconnus inconnus. Nous devons faire face à des risques que nous n'avons pas encore identifiés. Et c'est là tout le drame de notre époque, c'est qu'on a cette espèce d'injonction à « Ah, il faut aller vite, il faut s'adapter, il faut se méfier ». S'adapter à quoi? Se méfier de quoi? Eh ben, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il faut être prêt pour ça. Donc c'est là toute la difficulté et c'est pour ça qu'aujourd'hui on repense les organisations, c'est pour ça qu'on a ce focus sur la donnée, c'est pour essayer de réduire l'incertitude et d'améliorer sa capacité d'adaptation. C'est ça le but de la manœuvre, c'est être prêt et se mettre en posture pour pouvoir réagir vite face à ce qui va arriver mais qu'on n'a pas encore identifié. Il y a pas mal de problèmes qu'on a identifiés avec le virus et ainsi de suite. Par contre en 2021, qu'est-ce qui va se passer? Certainement d'autres complications, mais on ne les a pas identifiées. Si on les avait identifiées, ben on saurait quoi faire et on n'aurait plus qu'à exécuter. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. D'accord? Donc, il faut se mettre dans un dispositif, des conditions organisationnelles, un état d'esprit pour pouvoir s'adapter au plus vite. Est-ce qu'à ce stade, on a des questions ou des réactions dans l'audience? Ou est-ce que je poursuis? Bon. Écoutez, je ne vois pas de questions, donc poursuivons. Oui, le son était coupé. Frédéric, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de souci. Continuez, c'est parfait comme ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on a planté le décor sur la 4e révolution industrielle, sur l'omniprésence du numérique, sur cette situation extrêmement inconfortable, parce qu'on sait qu'on doit évoluer, on sait qu'on doit bouger, on sait qu'on doit s'adapter, mais on ne sait pas à quoi.
on peut aborder sereinement la question du data management avec cette idée de on doit tout changer et on doit utiliser la donnée pour pouvoir piloter l'entreprise. Mais attendez, parce que moi, la donnée, ça fait 20 ans que je l'utilise. Effectivement, je suis bien d'accord avec vous. Les pratiques d'informatique décisionnelle, les tableaux de bord, les reporting et ainsi de suite, ça fait même plus de 20 ans qu'on les utilise. C'est pas forcément quelque chose de nouveau. Cette histoire de data management, simplement, c'est la nature de la donnée, la façon dont on va la collecter, les types de traitements qu'on va y appliquer et la façon dont on va l'utiliser qui va changer. Parce que je suis bien d'accord avec vous, les entreprises, elles ont toujours été pilotées par de la donnée. Simplement, on avait une vision parcellaire de l'activité de l'entreprise ou du marché, parce qu'on avait des petites sources de données épisodiques, et simplement, on avait une exploitation qui était limitée, parce qu'on se contentait de rapports mensuels, peut-être hebdomadaires, et avec ça, on avait des indicateurs qui mesuraient l'activité passée, mais qui ne nous aidaient pas forcément à nous projeter. Donc, oui, le data management, ça a toujours existé, on a toujours piloté par la donnée, simplement aujourd'hui, on doit passer à une autre échelle. Une autre échelle, illustration très concrète, ici dans deux secteurs, l'alimentaire et l'automobile. Dans le domaine de la distribution alimentaire, on avait des consommateurs qui avant faisaient le plein de courses mensuel. Ça veut dire qu'une fois par mois, le distributeur avait accès à un ticket de caisse avec l'ensemble des achats qui étaient reliés à une carte de fidélité, donc éventuellement à un profil client. Une fois par mois. Grâce à ça, il devait organiser le réassortiment et ainsi de suite, les têtes de gondole et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, avec les supports numériques, on a des consommateurs qui font des recherches sur des recettes. Tiens, c'est quoi les légumes de saison? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais expérimenter? On a des consommateurs qui regardent des vidéos. On a des consommateurs qui rêvent avec le compte Instagram d'un grand chef. On a des consommateurs qui vont scanner des produits dans les rayons du supermarché. On passe de un point de contact par mois, le plein de courses mensuel, à plusieurs par jour. Et ça change la donne. Pareil dans l'automobile, on était avant sur, je fais réviser ma voiture une fois tous les 2 ans, une fois tous les 4 ans, c'est le contrôle technique obligatoire. Donc le constructeur automobile, il avait un point de contact tous les 2 ou 4 ans et c'est tout. Aujourd'hui, puisque tous les jours, on va utiliser Google Maps ou Waze, tous les jours, je vais potentiellement utiliser également des compagnies d'assurance qui alignent le prix de ma prime d'assurance sur mon comportement routier. Pourquoi? Parce que le smartphone analyse la façon dont on conduit. On a également des places de marché pour des pièces détachées sur lesquelles on va vérifier les prix de tiens, il faut que je change mes essuie-glaces, il faut que je change mes pneus. On a également des marketplaces pour se mettre en rapport avec des garagistes indépendants parce qu'on n'a pas envie de payer le prix plein dans un réseau national. Donc, encore une fois, au niveau des constructeurs automobiles, là où avant on avait un point de contact tous les 2 ou 4 ans, aujourd'hui c'est plusieurs fois par jour. Voilà pourquoi on doit changer de braquet, voilà pourquoi on doit repenser la façon dont on utilise la donnée, parce que on en a beaucoup, beaucoup plus. OK, outillons-nous, on n'a qu'à prendre un outil du marché et tout ira bien. Écoutez, c'est pas si simple. Parce que les outils du marché, il y en a quand même un certain nombre. C'est ce que vous voyez ici sur la diapo. Je me suis amusé à les cartographier en fonction de ce que vous avez à faire, de la gestion de flux, du stockage de données, de la préparation, de l'exploitation, de la visualisation. On a accès à une panoplie assez large. Et c'est là où une chose se complique. C'est qu'il faut bien choisir son prestataire ou son fournisseur de solutions. Et surtout, il faut essayer de bien comprendre ce qu'on essaye de faire. Donc, quel est son problème? On va parcourir rapidement ces différentes catégories et vous allez voir les solutions qui sont proposées aujourd'hui qui sont tout à fait intéressantes. La première, par exemple, première catégorie, ce sont les outils qui permettent de gérer les flux de données. Plus de données égale plus de travail pour orienter ces données là où elles doivent aboutir. C'est là où les outils de IPaaS, Information Platform as a Service, sont intéressants. C'est parce que on va permettre en fait à ceux qui sont à la source de ces données d'orchestrer les flux, donc de les envoyer là où elles doivent être envoyées, et d'appliquer des premiers filtres pour initier le travail de nettoyage de ces données. Et ça se fait tout à la souris. Et c'est particulièrement intéressant parce que potentiellement des gens du métier
peuvent aider à orchestrer ces flux de données sans avoir recours à des populations informatiques ou à des prestataires. On a également des outils de data préparation ou de data wrangling qui permettent de nettoyer des jeux de données ou d'appliquer des transformations à ces jeux pour pouvoir faciliter leur exploitation. Là, c'est pareil. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une armée de data scientists ou de data analysts. Il y a un premier niveau de préparation et de manipulation des données qui peut être fait avec des outils qui se manipulent tout à la souris. On a aussi des outils d'automation, donc qui permettent d'automatiser des tâches. On a des données en entrée, on a des traitements qu'on va définir et on a des actions en sortie. Avant, il fallait faire venir la cavalerie, donc des cabinets conseils avec des prestataires technologiques pour pouvoir modéliser, mettre en place tout ça. Aujourd'hui, vous avez à disposition des outils qui permettent directement aux gens des métiers de faire ce genre de choses. Alors, ils ne vont peut-être pas tout faire eux-mêmes, mais il y a une première partie qui peut être prise en charge directement par ces personnes qui travaillent dans les services, à la production, au marketing, à la communication, au RH, tout ce que vous voulez. Et enfin, on a des outils aujourd'hui qui permettent de se créer soi-même les outils dont on a besoin pour travailler. Que ce soit des outils de data collaboration, donc pour créer des tableaux de bord, pour créer des outils de planification visuelle pour pouvoir orchestrer le travail au sein d'une équipe, ou que ce soit les outils de no-code pour pouvoir créer une application mobile, une application web. Aujourd'hui, on n'a plus nécessairement besoin d'avoir recours à un prestataire informatique qui va nous développer une solution avec le temps et le budget que ça implique. Hein. Les gens du métier peuvent le faire eux-mêmes. Du moins, une partie du travail peut être fait par les gens du métier. Donc ça, c'est intéressant de se dire que nous sommes en fin 2020, bientôt 2021. Le marché est extrêmement instable, il faut s'organiser, il faut s'outiller. Soit, faisons-le. Pas nécessairement en faisant venir la cavalerie et en sortant son chéquier parce qu'il faut payer des éditeurs, il faut payer des cabinets conseils, payer des sociétés technologiques. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites directement au niveau de l'entreprise, notamment en intensifiant l'exploitation de la donnée avec ces différents outils dont je vous ai parlé. Donc vraiment, l'idée étant de faire en interne déjà une partie du travail. S'outiller, c'est une première partie de la réponse. Se réorganiser, c'en est une autre. D'accord? Donc, ce sur quoi on va également essayer de travailler, c'est de revoir les modèles de gouvernance. Peut-être une petite question, Frédéric. Oui. Une petite question relance sur le. Vous sous-entendez un peu que pour un patron de PME, il faut être réactif en quelque sorte, hein, enfin, évidemment. Mais il faut être réactif. Mais voilà, je suis patron de PME en Occitanie. Concrètement, ça veut dire quoi en fait, quoi? Alors, être réactif, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant, c'est-à-dire c'est intensifier l'exploitation de la donnée en s'outillant et en revoyant également les façons de travailler. Et ça, c'est ce qu'on va étudier juste après. Donc, on va y venir. Être réactif, c'est mieux exploiter la donnée avec différents outils, enfin avec des outils différents et avec des méthodes de travail différentes pour pouvoir diminuer l'incertitude et mieux coller aux évolutions du marché. Allons-y. Ça c'est important de comprendre que les outils ne sont qu'une partie du travail. Ce qu'il faut faire après, c'est changer les méthodes de travail et surtout essayer de comprendre à quelles difficultés on fait face. Est-ce que vous avez un problème d'ambiguïté au niveau des besoins des clients, auquel cas peut-être qu'il faut se rapprocher d'eux pour mieux comprendre ce qu'ils veulent? Est-ce que vous avez un problème d'incertitude, à savoir je n'arrive pas à me projeter, auquel cas peut-être qu'on va limiter l'investissement initial? Est-ce que vous avez un problème de volatilité, donc un marché qui se modifie extrêmement rapidement, auquel cas il faut réagir vite, peut-être que là il faut, on va dire, s'orienter vers des méthodes agiles, ou est-ce que vous avez un problème de complexité, donc des processus métiers complexes qu'il faut faire évoluer avec des personnes qui ne savent plus trop ce qu'elles doivent faire? Donc, en fonction de ces quatre problématiques, vous avez différentes approches qui ont été éprouvées et qui peuvent aujourd'hui vous aider à être un petit peu plus performant. La première étant
le design thinking. Le design thinking, c'est une méthodologie en fait qui va s'intéresser avant tout aux clients et à leurs besoins. Donc, on va aller sur le terrain pour étudier réellement le contexte des clients, ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs contraintes et ainsi de suite, et concevoir une solution pour pouvoir répondre à ces besoins. Ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé et qui fonctionne bien. Si jamais vous avez une problématique de je ne sais pas, je ne sais pas ce que veulent mes clients. Avant, ils achetaient, maintenant, ils n'achètent plus. Je ne sais pas. Si vous avez un problème d'incertitude, à savoir j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à définir des objectifs ou à valider des enveloppes budgétaires pour l'année prochaine, eh ben, on peut faire différemment. Vous avez notamment ce que j'appelle la démarche d'effectuation qui consiste à approcher la problématique différente. Plutôt que de fixer des objectifs de façon arbitraire, en 2021, il faut que je fasse plus 10%. Alors, de quelles ressources est-ce que je vais avoir besoin pour faire ces 10%? Je n'avais pas les ressources que je vais demander, donc je n'ai pas pu faire ces plus 10%. Ah bah oui, et ben voilà, on a perdu un an. L'effectuation, c'est prendre le problème à l'envers et c'est de se dire, je pars des ressources que j'ai, qui sont à disposition, que j'ai sécurisées, et je vois ce que je peux faire avec. Donc là, on est sur une approche qui est beaucoup plus pragmatique. On s'extrait de cette idée que tout va bien se passer et que le marché est en croissance. Non, tout ne va pas bien se passer. Et on est dans une croissance nulle. Donc aujourd'hui, il faut vraiment essayer de voir les choses différemment, de travailler différemment. Avec ce type d'approche, par exemple, je pars des ressources existantes pour définir des objectifs atteignables et non pas l'inverse. On a une troisième approche également autour de l'agilité. L'agilité, on en a beaucoup parlé, hein, à tort et à travers d'ailleurs. Là, l'idée, c'est de dire, pour m'assurer que la solution que j'apporte à mes clients soit la bonne, je vais éviter l'effet tunnel qui consiste à dire pendant 9 mois, 1 an, je vais réfléchir très très fort à la meilleure solution possible et le jour J, boum, je la propose au marché. Ah mince, entre-temps, le marché il a évolué, c'est plus ça ce que veulent les clients. Ah, là, je suis bien embêté, effectivement. Peut-être qu'il aurait fallu passer par des approches agiles avec un principe de boucle itérative et avec un principe de livraison régulière. Donc, petit à petit, je vais faire évoluer mon offre pour pouvoir m'assurer qu'elle corresponde bien à ce que veut le marché. Soit je fais évoluer mon offre, soit je fais évoluer mes opérations. C'est ce qu'on appelle le marketing agile. Et ça fait 20 ans que ça existe, donc ce sont des méthodes qui sont éprouvées. Et enfin, si vous êtes dans une problématique de complexité, avec des équipes qui ne savent plus trop ce qu'elles doivent faire, des individus qui sont perdus parce que oh là là, tous ces changements, je sais comment on s'organise. En plus, on est à distance, on a des gens qui travaillent chez eux, d'autres qui viennent de façon épisodique sur le lieu de travail. Pas de problème. On a aujourd'hui des outils de management visuel pour nous aider à orchestrer le travail au sein des équipes, avec des choses comme les Kanban boards, donc les tableaux Kanban, pour pouvoir facilement et visuellement aider les équipes à s'organiser. Tout ça pour dire que s'outiller pour pouvoir réduire l'intercitude et intensifier l'utilisation des données, c'est une partie du travail. L'autre partie, c'est changer les façons de travailler. Ça tombe bien puisqu'on a à disposition différentes méthodes, approches qui ont déjà été éprouvées et qui se complètent les unes les autres. Donc, c'est pas comme si vous deviez choisir entre l'une ou l'autre. On a aujourd'hui des modèles d'organisation où on a compris qu'on pouvait chaîner ces méthodes pour pouvoir travailler mieux tout au long du cycle de vie des produits ou du client. Maintenant qu'on a dit tout ça, je sais parce que j'ai des petites antennes que vous devez vous dire, mais c'est-à-dire concrètement, je fais quoi, par quoi je commence? On va y venir justement, par où commencer? Il y a différentes choses que vous devez faire. La première, c'est un audit, donc une analyse de l'existant pour définir des priorités. L'idée, encore une fois, n'est pas de dire, bon, allez vite, il faut se transformer, zou, on fait du numérique, on fait de la data, on fait de la blockchain. Pourquoi vous feriez ça? Ben non. Déjà, on va essayer de comprendre ce qui ne va pas. On va procéder à un audit de l'existant et définir des niveaux de priorité. Notamment l'immédiat, qu'est-ce qui peut être fait très rapidement et qui va générer de la valeur, ce qu'on appelle les quick wins. Le second niveau, c'est l'urgence. Qu'est-ce qui doit être fait, sinon ça va être rapidement problématique. C'est ce que j'appelle les quick fix.
Et le troisième niveau, c'est l'impondérable. Qu'est-ce qui doit être changé de toute façon, puisque le marché a évolué. À partir de là, on a identifié les problématiques auxquelles on doit faire face et on les a classées en fonction de leur urgence. Là, on y voit un petit peu plus clair. On y voit un petit peu plus clair. Maintenant, la seconde étape, c'est d'expliquer ça aux salariés et aux managers. Donc, de faire en sorte que tout le monde ait les idées claires sur qu'est-ce qui doit être fait. Est-ce que je dois travailler l'existant, donc optimiser le fonctionnement ou réduire les frictions? Est-ce que je dois travailler sur quelque chose de nouveau, me diversifier mon offre, innover dans la façon de produire ou se protéger face à des nouveaux concurrents ou une évolution de l'environnement législatif? Donc, communiquer sur des objectifs clairs pour que tout le monde comprenne ce qu'on essaye de faire et l'accepte. L'acceptation, c'est essentiel. Être dans un dialogue avec ses managers, avec ses salariés, pour que tout le monde ait les idées claires sur ce qui doit être fait et pourquoi ça doit être fait. Une fois qu'on a fait ça, après, puisque une partie des nouvelles façons de travailler va tourner autour de la donnée, je peux essayer d'intensifier, on va dire, la culture de la donnée, notamment si je monte un data lab en intégrant des gens du métier dans ce data lab pour que tout le monde puisse se parler et échanger, notamment en pratiquant une montée en compétences autour de la donnée. Il existe par exemple des référentiels de compétences sur la donnée pour savoir où est-ce que vous en êtes et à quel niveau de connaissances vous voulez faire monter vos salariés. Ça, c'est important de diffuser la culture de la donnée plutôt que de leur dire bah, allez, en 2020, tout le monde fait de la data, tout le monde est data scientist, c'est parti. Non, pourquoi? Déjà, on définit le pourquoi, comment, on définit le comment et on le fait accepter par les équipes. Et comment ça va se faire? Bah, on essaye de faire monter en compétence toutes ces personnes. Pas nécessairement, je recrute un data scientist et tout va bien se passer. Non, non, j'essaie d'embarquer tous mes collaborateurs, mes managers dans cette démarche. Et une fois qu'on a fait ça, alors là, on peut vraiment s'intéresser au cœur du problème, la donnée et la qualité de la donnée. Ça, c'est un petit secret dont personne ne parle, puisqu'on se contente de dire oui, de toute façon, maintenant, on a de la donnée structurée ou non structurée, pas de problème. Les big data, les intelligences artificielles vont réussir à trouver des corrélations, ils vont nous sortir des insights à valeur ajoutée. Si, il y a un problème, il y a un vrai problème de qualité des données. Donc, identifier les sources de tout type de données dans l'ensemble des services et s'assurer que cette source soit fiable et que les données collectées soient de qualité. Parce que c'est un vrai point bloquant aujourd'hui. On collecte des monstres de données, mais la qualité n'est pas au rendez-vous, donc on ne sait pas les exploiter, ou alors l'exploitation génère des enseignements qui sont biaisés. Donc ça, c'est important, de mobiliser chaque service, chaque département, chaque personne dans l'organisation pour identifier les sources et de s'assurer qu'ils soient responsables de la qualité de la donnée. Que ce n'est pas le problème du data scientist, parce que oui, ils ont recruté quelqu'un, c'est un gros malin, il va faire ses conneries dans son coin. Non, ce n'est pas des conneries et il ne les fait pas dans son coin. C'est le problème de tous. Identifier les bonnes sources de données, s'assurer qu'on ait de la qualité dans ces sources. Et après ça, une fois qu'on a fait tout ce travail, seulement à ce moment, on peut commencer à réfléchir à une nouvelle organisation, moins pyramidale, plus organique, avec des équipes transverses, avec des feature teams, donc des équipes qui sont centrées sur une offre ou une activité en particulier. Mais ça vient après parce qu'on a tout le travail préliminaire à faire. Pour finir, et ça c'est important, je terminerai là-dessus, comprenez bien que on est face à une année 2021 qui va être très problématique. Le but de la manœuvre, c'est pas de définir le modèle d'entreprise le plus robuste du 21e siècle qui sera valable jusqu'en 2070. Le but de la manœuvre, c'est de passer l'année 2021, de passer la crise. Après, on verra. En revanche, l'an prochain, en 2021, vous avez 4 trimestres à assurer et pour ça, il va falloir être pragmatique. Il va falloir prendre des décisions rapidement, faire des arbitrages. Il va falloir être assidu, donc travailler dur, aller au-delà des habitudes, sortir de sa zone de confort pour pouvoir
encore une fois, faire face à cette année 2021 qui va vraiment être critique. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Au final, je reviens à ce que je disais au tout début, la prise en compte et l'acceptation du changement. Comprendre qu'on a définitivement tourné la page du XXe siècle, comprendre que continuer à faire comme avant, mais en plus vite parce que c'est la crise, parce que oui, non, mais là, faut juste mettre un coup de collier et puis on verra après. Non, on verra pas après. Mettre un coup de collier ne suffira pas. Il faut travailler différemment, il faut changer les outils, changer les mentalités, changer les organisations, sinon on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à passer l'année 2021 qui va être critique. Donc ça, c'est important d'accepter le fait qu'il n'y aura pas de retour à la normale et qu'il faut faire les choses différemment. Et quelque part, c'est ça la quatrième révolution industrielle. C'est passer sur un autre modèle d'entreprise et de fonctionnement des entreprises qui correspondent mieux à la réalité du marché. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. Il y en a, oui, merci monsieur Cavazza. Merci Frédéric. Tiffaine Dromard de l'agence Ad-Hoc va venir me rejoindre et vous poser quelques questions posées par les participants. Je crois qu'il y en a 3, non? Oui, c'est ça. Voilà, il y a 3 questions. Alors la première. Alors, je vais commencer. Pour moi, patron de PME, les outils que vous présentez me paraissent très complexes. Qui peut m'aider à me les approprier? C'est tout le paradoxe. On a aujourd'hui des outils, c'est ce que j'ai expliqué, pour gérer les flux, pour préparer la donnée, pour se créer ses propres applications qui sont plus simples à utiliser, puisqu'on peut les utiliser à la souris. Par contre, il faut les implémenter et il faut s'assurer que ça soit fait dans les bonnes conditions. Vraisemblablement, les éditeurs de ces solutions-là peuvent vous aider dans l'implémentation et vous mettre le pied à l'étrier pour que vous puissiez après être autonome. Autonomie, ça c'est le maître mot. Comprenez bien le but de la manœuvre. C'est pas simplement de changer d'outil parce que c'est amusant, parce qu'ils sont nouveaux. C'est changer d'outil pour regagner en autonomie, pour pouvoir faire les choses soi-même, du moins une partie des choses soi-même, sans avoir besoin de recruter ou d'avoir recours à un prestataire. Pour suivre, j'ai une autre question. Donc, dans le modèle de vente directe, supprimant les intermédiaires, où situer la valeur de la donnée? La valeur de la donnée, elle est essentielle. Elle est essentielle pour optimiser la performance de ces dispositifs de vente en direct. Ça fait 20 ans qu'on fait du commerce en ligne. Au bout de 20 ans, on a compris maintenant que vendre en ligne, c'était une opération complexe, casse-gueule, et qu'on pouvait perdre de l'argent. Donc la donnée, elle est essentielle pour optimiser tout ça, bien calculer les frais d'expédition, de stockage, bien calculer les frais de retour, bien calculer les coûts d'acquisition et de transaction pour s'assurer que cette logique de direct to consumer, donc de vente en direct, soit rentable parce qu'il y a un risque. Il y a un risque de non-rentabilité, il est certain. Donc la valeur de la donnée, elle est là, c'est optimiser les opérations pour garantir de la rentabilité et de la performance. Une troisième question, je crois, Tiffaine. Oui, une troisième question. Donc, qui dans l'entreprise peut ou doit piloter l'écosystème d'outils? Écoutez, là, on a peut-être une concertation à avoir, bien évidemment avec la direction informatique, mais également avec les directions métiers, puisque ce sont les métiers qui, à terme, vont regagner de l'autonomie et vont exploiter eux-mêmes ces outils. Il faut qu'ils expriment leurs besoins, il faut qu'ils expriment leur volonté. Peut-être que la direction générale peut essayer d'arbitrer tout ça et faire le shérif pour essayer de faire en sorte que tout le monde ne se tape pas dessus. Mais pour moi, il y a une décision collégiale qui doit être mise en place. Une espèce d'équipe de réflexion transverse sur la rénovation du système d'information, mais également des méthodes de travail. Donc potentiellement, direction informatique, direction métier, ressources humaines et direction générale pour faire le casque bleu. Une autre question. Oui, je vais terminer avec cette question. On a le temps. On a encore 5 minutes. Enfin, on a le temps quand je dis ça. Non, je dis on a 5 minutes encore. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Pouvons-nous avoir un exemple B2B de multiplication de points de vente?
Alors, dans les exemples B2B, dans le B2B, on est sur des cycles de vente assez longs. Donc, on a par exemple des équipes commerciales qui appelaient les prospects ou qui les visitaient. Donc, raisonnablement, on parle de quoi? On parle d'un coup de fil par mois ou un coup de fil par semaine. On parle d'une visite par mois. Donc, c'est assez maigre comme nombre de points de contact. Et en termes de données collectées, des tributaires de ce que le commercial veut bien accepter de renseigner dans l'outil de prospection. C'est quand même un petit peu limité. En revanche, côté client, ils ont la possibilité aujourd'hui de passer par des marketplaces B2B, en recherchant des prestataires, en décrivant son besoin. Donc ça, c'est autant de besoins qu'on peut capter. Ils ont la possibilité de travailler également avec LinkedIn pour identifier des prestataires, pour identifier des collègues. Ils ont la possibilité également de rejoindre des communautés professionnelles pour discuter de leurs problèmes de solutions. Donc, on a quand même pas mal de choses qu'on peut aller collecter ailleurs, des données complémentaires, on est d'accord, puisque mon discours n'est pas de dire vous ne savez pas travailler, moi je vais vous apprendre. C'est vraiment de dire ce que vous avez fait jusqu'à présent est très important, très intéressant, mais si vous voulez continuer à performer, il faut faire plus. Et ce plus, c'est ça, c'est aller voir au niveau des marketplaces B2B ce qui se passe, aller voir au niveau des médias sociaux comme LinkedIn quelles sont les discussions, aller voir également qu'est-ce qu'on peut trouver au sein des communautés professionnelles en ligne comme problématiques exposées ou autres. Voilà des exemples de données qu'on peut collecter sur le marché. Une autre question. Alors, transformer les mentalités, les façons de faire, c'est beaucoup plus long que mettre en place de nouveaux outils. Comment coordonner les deux pour être efficace? Vous savez, ça fait plus de 20 ans, moi, que je travaille dans le numérique. Quasiment tout a été essayé pour essayer de convaincre les collaborateurs et les managers que avant il n'y avait pas Internet, maintenant il y a Internet, il faut faire des choses. Ça fait 20 ans qu'ils freinent des cas de fer en disant oui, mais, beaucoup de mais. Quelque part, l'année 2020, elle est pivot parce qu'on a eu ce virus, on a eu cette phase de confinement, on a eu cette accélération des usages numériques. Je pense que maintenant, ils sont prêts. Donc, toute la résistance au changement qu'on a eu avant, avec cette année 2020 complètement folle, je pense que les verrous psychologiques ont sauté et qu'on est face aujourd'hui à des collaborateurs et des managers qui sont prêts à envisager éventuellement de changer leur façon de faire. Parce qu'ils ont subi plusieurs mois de réunions Zoom, de travail à la maison, d'impossibilité de visiter les clients et ainsi de suite. Donc là, enfin, ils sont durs. Donc moi, je suis assez optimiste par rapport à ça. D'accord. Alors, on a, oui, peut-être, tu avais encore une question, Tiffany? On est dans une région en Occitanie, Monsieur Cavazza, où le tourisme est un secteur très important, bien sûr, au niveau économique. Il y a du retard quand même en matière d'utilisation de la data dans ce secteur. Hein, une préconisation que vous feriez, une recommandation pour les professionnels du tourisme? La première recommandation, déjà, c'est de surveiller le marché. Donc, au niveau des discussions sur les médias sociaux, notamment sur Instagram, quelles sont les destinations qui sont recherchées? Qu'est-ce que recherchent les touristes aujourd'hui? Puisque on commence à réfléchir, à envisager à nouveau de voyager. Donc, c'est intéressant de se positionner en avance de phase en essayant de voir qu'est-ce que les touristes vont vouloir faire une fois qu'ils recommenceront à voyager et à visiter l'Occitanie, d'une part. D'autre part, essayer de faire cette bascule vers le direct to consumer, comme le font les autres. Comment est-ce que je peux m'extraire de ce piège des plateformes comme Booking, comme TripAdvisor ou autres, dans lequel aujourd'hui les acteurs du tourisme sont enfermés, sont verrouillés? Comment est-ce que je peux mettre en œuvre de la vente directe à mes clients? Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut identifier des prestataires, il faut un mécanique de paiement, il faut des systèmes de réservation que les prestataires peuvent maîtriser eux-mêmes sans passer par les plateformes qui ont vraiment une position dominante. Et finalement, quand on va voir une PME et qu'on est prestataire, la bonne question à poser, plutôt que de dire bon, est-ce que vous seriez intéressé par un diagnostic data ou un data machin ou je sais pas quoi, peut-être c'est tout simplement de leur dire c'est où que vous avez mal, quoi. Ah mais complètement.
complètement. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment une raison aujourd'hui pour changer. D'autant plus, 2021 va être une année critique. On a du manque à gagner qu'il faut éponger de 2020. Donc, on ne va pas avoir des budgets à dépenser à droite et à gauche. Je pense qu'il faut être pragmatique et se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui ne va pas, ou du moins qu'est-ce qui va le plus mal et qu'on pourrait corriger rapidement. C'est les fameux quick win ou quick fix que j'ai évoqués dans ma méthodologie sur voilà, l'audit de l'existant et comprendre ce qui doit être fait, ce qui est le plus perturbant, pénalisant aujourd'hui. D'accord, parfait. Parce que le terme de data, parfois pour les PME, peut faire un peu Ah oui, c'est peur, quoi. abstrait. Là, c'est Oui, en oui, c'est train de, c'est en abstrait. train de sauter Complètement. un peu tout ça, c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui, mais remplacer data par blockchain, par informatique quantique, par intelligence artificielle, et ils seront tout aussi perdus. Ce Ouais, qu'il faut, c'est pas agiter une baguette magique devant eux, c'est simplement leur dire comme un docteur, qu'est-ce qui ne va d'accord. pas. Ok, ça marche.